Siem Privet, salut tout le monde, moi c'est Rémi et j'habite en Laponie suédoise depuis 25 ans. Je voyage à travers la Russie depuis 30 ans et c'est un pays qui me fascine depuis l'adolescence. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour partager avec toi mes impressions de ce pays gigantesque et fascinant que au travers de mes voyages d'une part et puis aussi au travers de mes impressions, au travers de la culture absolument richissime de ce pays. Et le sujet d'aujourd'hui est donc la taïga, un mot que beaucoup ont entendu, mais bien moins savent vraiment ce que cela signifie. Pour savoir comment et pourquoi ce mot russe est venu s'immiscer dans la langue française, et surtout pour en connaître la définition, je t'invite à mettre tes chaussures de marche et à me suivre dans la taïga lapone. C'est parti, Poyechali. Alors, le mot taïga est en emprunt à la langue russe que nous avons adopté dans la langue française, tout comme son cousin, le mot toundra par exemple, ou bien encore bistrot, qui est peut-être le plus connu, ou bien encore Spoutnik, ou icône, ou moujik, babouchka, etc. La liste est assez longue. Il est d'ailleurs, là j'ouvre une petite parenthèse, il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'il y a beaucoup plus de mots de la langue française qui sont utilisés en russe que le contraire, qui s'explique par l'histoire de nos deux pays. Mais revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce que la taïga? Alors, la taïga, comme je viens de l'expliquer, vient du russe, mais la langue russe l'a elle-même empruntée à une langue altaïque. Alors, l'Altaï, c'est un massif montagneux qui est au sud de la Sibérie, donc dans la partie asiatique de la Russie, et qui est limitrophe à la Chine, à la Mongolie et au Kazakhstan. Donc, l'une des langues parlées là-bas a un mot qui, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais qui signifie en fait au départ montagne boisée, et qui a donc été adopté par la langue russe et donc un petit peu changé, russifié en taïga. C'est à partir de 1898 que le botaniste et pédagogue russe Porfiri Nikititch Krylov, né en 1850 et décédé en 1931, a commencé à utiliser ce terme et ainsi le divulguer dans le monde scientifique du début du XXe siècle. Krylov est né dans l'actuel kraï de Krasnoïarsk et est décédé à Tomsk. Il a vécu la majeure partie de sa vie en Sibérie et a participé à 36 expéditions botaniques à travers la Russie et le Kazakhstan. Il a publié une flore de l'Altaï et une autre flore de Sibérie occidentale et a donné son nom à une cinquantaine d'espèces de végétaux, dont le sol Salix krylovi, pour n'en citer qu'une. Mais tout ça ne nous dit pas ce qu'est la taïga. La taïga est un biome ou un macro-écosystème qui se caractérise par une végétation et par des espèces animales qui se sont adaptées au climat subarctique. En d'autres termes, la taïga est également appelée forêt boréale en français, et c'est d'ailleurs l'écosystème terrestre le plus vaste sur la planète, puisqu'il recouvre 10% de toutes les surfaces émergées du globe. La forêt boréale est circumpolaire, ce qui signifie qu'on la retrouve sur toute la surface du globe, de la Scandinavie au Canada, en passant bien sûr par la gigantesque Russie, où la taïga représente la zone de végétation la plus vaste du pays. On peut donc dire que c'est la plus vaste continuité boisée au monde. Elle forme comme une sorte d'anneau de 12 000 km de long, dont environ 7 000 km en Eurasie et 5 000 en Amérique du Nord, soit un aréal de plus de 15 millions de kilomètres carrés. Pour ceux d'entre vous qui sont particulièrement attentifs, vous aurez peut-être remarqué que j'ai mentionné l'adjectif qualificatif de subarctique. Alors, quelle différence entre tous ces termes? Eh bien, c'est assez simple en fait. La zone climatique subarctique est représentée dans la pratique par la taïga. Bingo! Et voilà. Logiquement, chaque zone climatique a une biodiversité qui lui est propre, c'est-à-dire où la faune et la flore se sont adaptées aux particularités de cette zone climatique.
Et s'il n'y a pas d'ours en Afrique ou s'il n'y a pas de lion dans la taïga, c'est qu'il y a forcément une raison, ce n'est pas du tout un hasard, vous vous en doutez bien. Idem pour l'épicéa ou le mélèze que l'on ne rencontre en dehors de la taïga que dans les massifs montagneux des zones tempérées où le climat local ressemble à celui des hautes latitudes. En parlant de latitude, justement, il est intéressant de remarquer que la taïga est plutôt située en deçà et au-delà du cercle polaire, situé lui-même à 66 degrés et 33 minutes de latitude nord, et inclut donc une grande partie de la zone dite aurorale, soit la zone où les aurores boréales sont normalement visibles l'hiver. L'une des caractéristiques de la taïga sont ses sous-bois, qui sont littéralement couverts de myrtilles. Alors du myrtillier, on va dire, parce que là, c'est pas la saison des myrtilles, on est au mois de juin. Et voilà, tout ça, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est tout des myrtilles. Il y en a des tonnes et des tonnes à la saison, ainsi que des érelles qui ressemblent beaucoup, mais en rouge. Donc voilà, les myrtilles en train d'être formées. La taïga pourrait être un paradis vert, avec des nuances vertes à l'infini, si ce n'était ces de moustiques qui ne se font pas oublier. On va dire ça comme ça. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой, кто-то молодой. Les tourbières sont aussi un endroit très particulier qui sont typiques de la taïga. Donc voilà une tourbière typique. Donc on peut dire, pour faire bref, pour faire simple, qu'une tourbière en fait c'est une sorte de lac atrophié, c'est-à-dire où la végétation a pris le dessus, donc c'est un milieu très acide, au pH très acide, où quasiment rien ne pousse, en tout cas aucun arbre, parce que c'est beaucoup trop humide, comme on peut le voir ici juste devant moi. C'est un endroit où il est même dangereux de s'aventurer à pied. Et c'est par contre un paradis pour une multitude de plantes et évidemment pour nos amis les moustiques. Вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой. Outre le climat, connu évidemment pour ses hivers assez coriaces, le phénomène de luminosité naturelle est tout aussi passionnant, voire perturbant
pour certaines personnes et pas que pour les touristes, parce qu'il y a certains locaux qui ont toujours du mal depuis leur naissance à s'habituer justement à cette lumière continue pendant l'été, ou l'inverse évidemment pendant l'hiver. L'hôpital de Tromsø d'ailleurs en Norvège a une section spécialisée dans les troubles du sommeil qui sont liés à la nuit polaire et au soleil de minuit. Plus on monte vers le nord et plus ce phénomène s'accentue en intensité et en durée. Ainsi, à la latitude du cercle polaire où je me situe en ce moment, ou comme par exemple dans la ville russe de Salihard, qui est d'ailleurs la seule ville au monde située exactement sur le cercle polaire, je ferme la parenthèse, il y a officiellement un jour de nuit polaire et une nuit sous le soleil de minuit. C'est la définition du cercle polaire. Nous sommes aujourd'hui à 2 jours du solstice d'été, et bien que je sois à environ 100 km au sud du cercle polaire, eh ben, il est tout à fait possible de lire le journal, même en pleine nuit. Alors, il est là, minuit pile. Alors, j'ai pas de montre pour vous montrer, je suis désolé, mais vous pouvez me croire, il est vraiment minuit, et il est tout à fait possible de lire le journal, quoi. C'est en pleine nuit. Si l'on monte à Vorkouta, Monchegorsk ou Kiruna, ce n'est plus un jour de chaque, mais un mois. En se rapprochant du 70e parallèle, comme à Tromsø, à Murmansk ou à Norilsk, c'est 2 mois de chaque. Et sur l'archipel arctique du Svalbard, 4 mois. Au pôle Nord géographique, c'est donc logiquement 6 mois de chaque, mais personne n'y habite, donc ça compte pas vraiment. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur l'archipel du Svalbard ou du Spitzberg, qui a un passé et un patrimoine russe absolument captivant et très très ancien. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой. Вечно молодой, вечно пьяный. Вечно молодой. Вечно молодой. Alors là, vous voyez, j'ai mis la chemise et il y a une raison et une seule, c'est pas que j'ai froid, non, c'est que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Et voilà, donc en rajoutant une couche, ça me protège en tout cas les bras et le cou un petit peu. Et sinon, si ça suffit pas, je vais être obligé d'utiliser un peu de chimie, ce que j'aime pas vraiment, mais dans ces cas, il n'y a pas forcément le choix, parce que là, je suis dans un milieu assez humide et ça grouille de moustiques, logiquement. Bon les amis, cette balade commence à toucher à sa fin. Et résultat des courses, je me suis fait dévorer par les moustiques pour vos beaux yeux. Alors rien que pour ça, je pense que ça mérite un bon petit pouce en l'air pour cette vidéo. Et puis n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne pour rester informé de la nature boréale et de ce qui est en rapport avec la Russie de près ou de loin. A plus, à très bientôt, paka paka.